C'est vrai que il va y avoir plusieurs conséquences en fait. Mathématiques, c'est que l'objectif de cette réforme, c'est de tirer vers le bas en fait les grands partis politiques et de tenter de faire émerger les petites structures partisanes en fait. Donc ça c'est la philosophie, hein, c'est ce qu'il y a derrière cette réforme. Alors bon, moi je pense effectivement que ça va dans le bon sens, mais il y a un mais en fait. Je pense qu'il y a un mais. Alors ça va dans le bon sens parce qu'effectivement ça va réduire l'écart ça devrait réduire l'écart entre les partis politiques lors des élections. Ensuite, ça va favoriser le multipartisme, même si j'ai bien compris que certains considèrent qu'il n'y a pas de multipartisme, mais en fait une addition de partis politiques. Ensuite, je pense que cette réforme, elle va dans le sens de dans le, de- elle est sur la traînée en fait de la Constitution de 2011, hein, qui est une nouvelle gouvernance en fait, un État moderne. En tous les cas, c'est ce qu'a souhaité le, le constituant, avec plus de participation. Et je pense aussi que cette réforme peut permettre, en tous les cas, de réduire l'abstention dans le sens. Alors, c'est là où je vais mettre un mais tout à l'heure. Je pense que peut-être cette réforme va réduire l'abstention dans le sens où on va voir peut-être émerger des partis politiques, peut-être citoyens, en fait. Et les citoyens seront davantage enclins, motivés pour aller voter, où il va y avoir de nouveaux partis qui auront la possibilité d'avoir des candidats élus. Donc ça peut être un élément de motivation. Ensuite, je pense que ça va permettre aussi au Parlement de redorer un peu son image, en fait, en termes de communication. Un Parlement beaucoup plus ouvert et peut-être avec beaucoup plus de débats, de fond. Donc là, ça peut aller aussi dans la bonne direction. Et ce qu'il y a aussi d'important, je pense, c'est que euh, il y a cette volonté dans cette réforme. euh, il est vrai, un multipartisme. Il est vrai, faire émerger des petits partis, mais je pense que c'est sous réserve de certaines conditions. Et là, je pense que cette réforme, elle va avoir toute sa portée si certaines conditions sont remplies. Alors, concernant ces conditions, alors moi j'en ai énuméré quelques-unes, mais bon, je ne détiens pas la vérité, hein. Je pense peut-être qu'il faudrait rendre le vote obligatoire, par exemple. Ça peut être une piste. Alors là, c'est la question évidemment, ça serait une solution pour l'abstention. Alors, dans certains pays, ça existe déjà, hein. Alors, bon, on peut être pour ou contre. Bon. Ensuite, il y a la question du financement des structures partisanes, en fait, également. Il faudrait peut-être que le législateur, alors forcément, c'est peut-être pas forcément dans son intérêt de le faire, mais il faudrait que le législateur puisse créer un cadre permettant l'émergence de rendre plus facile l'émergence de structures partisanes, en fait. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Et aussi, je pense qu'il y a une autre piste, c'est que euh, il faut que le citoyen il soit dynamique, parce que effectivement, les partis politiques euh, sont, on peut dire, une caisse de résonance en fait, hein. Ils sont au service bah, des votants, de leurs votants en fait, hein, tout d'abord. Donc c'est pour ça que bon, moi des fois il y a des étudiants qui me posent voilà, qui sont assez critiques vis-à-vis des élus, hein, mais je leur dis mais il faut vous mobiliser en fait, hein. Il y a des des catégories en fait sociales qui se mobilisent. Alors ça peut être des associations, ça peut être voilà, concernant tel ou tel sujet, mais elles sont mobilisées, structurées, organisées
pour défendre une cause spécifique. Et effectivement, elle représente un poids politique important. Et effectivement, la politique, ce sont des rapports de force. Et donc, eh bien, certains partis feront beaucoup plus attention, par exemple, aux personnes âgées, par exemple, parce qu'ils ont le temps, ils votent, ils participent à la vie politique, ils se renseignent. Alors, effectivement, elles obtiennent certaines choses. Mais il y a quand même cette dynamique. Donc, il faut que tous les citoyens se mobilisent pour exercer, jouer le rôle de citoyen et exercer effectivement ce rapport de force. Ensuite, peut-être il y a une autre solution aussi pour aller dans le sens de cette démocratisation. Il n'y a pas que le scrutin, en fait. Il y a également la question du mandat impératif. On peut imaginer la mise en place d'un mandat impératif, et donc avec un droit de révocation des électeurs. Ça peut être une piste. Mais là, on va beaucoup plus loin. Pardon ? Non, et les États-Unis actuellement, aux États-Unis, dans certains États, il y a la révocation populaire, en fait, des gouverneurs ou des élus, en fait. Alors, bon, c'est la Constitution soviétique et la Constitution américaine actuelle. Voilà, comme quoi ils se rejoignent quelque part. Ils se rejoignent quelque part. Donc, non, ça existe dans les constitutions des États fédérés, en fait. Voilà, des États fédérés. Voilà, donc ça peut être une piste. Donc il y a des choses à prendre dans tous les États. Donc là, l'Union soviétique n'existe pas, ça fait partie du passé. Peut-être le passé n'a plus rien à nous apprendre. Il faut regarder devant. Et donc il faut regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et voir un petit peu où est-ce qu'on peut prendre les idées qui sont adaptées effectivement au Maroc, en fait. Et ça, c'est très important, en fait. Le but, c'est pas de faire du mimétisme constitutionnel. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, et donc, je pense que les citoyens ont un véritable rôle à jouer, en tous les cas, pour dynamiser cette démocratisation. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire par rapport véritablement au mode de scrutin. C'est que bon, on voit la portée, mais il me semble en tous les cas que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour dynamiser véritablement la démocratie. Moi, je parle d'intensité démocratique. Je pense que ça peut aller dans le sens de l'intensité démocratique, mais il y a certaines conditions à respecter. Alors, encore une fois, c'est que des hypothèses que je fais. Je sais strictement, je ne sais pas s'il faut faire véritablement ça, mais c'est des pistes en tous les cas. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur le premier sujet. Concernant l'égalité, en fait, concernant les femmes, la lutte contre les discriminations, de manière générale, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites au Maroc, notamment la réforme du code de la famille, la réforme du code de la nationalité. Au niveau effectivement des élections, la loi organique en 2011 sur le quota de femmes à la Chambre des représentants, qui a progressé. Donc évidemment, ça va dans le bon sens. Mais il reste des chantiers évidemment à faire, des chantiers importants qui restent à faire, parce que par exemple, effectivement, la loi ne suffit pas, en fait. La loi ne suffit pas. La loi, il faut l'appliquer également, même si effectivement on a une législation qui demande aux partis politiques de mettre en place des comités de réflexion pour organiser la parité. Voilà, mais bon, ça reste à la discrétion des partis politiques, donc c'est assez aléatoire. Et donc, et encore une fois, les partis politiques raisonnent en termes de rapport de force. Donc, effectivement, si les femmes ne sont pas organisées dans un parti politique et ne sont pas en nombre,
je ne pense pas que le parti politique fera forcément quelque chose. En fait, c'est de la pure, c'est de la logique politique, en fait. Donc, effectivement, les femmes doivent se mobiliser au sein de tous les partis politiques, pas uniquement un seul parti politique. C'est comme ça. Il y a des pays, effectivement, où il y a certaines questions, où tous les partis politiques sont d'accord sur certaines questions, en fait. Non pas parce que ça leur fait plaisir, en fait, c'est uniquement parce que les personnes qui représentent ces questions sont dans tous les partis politiques, et militent dans tous les partis politiques, et aucun parti politique n'a intérêt à ne pas traiter cette question de peur de perdre certaines voix. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on a aussi une législation, une loi organique concernant les hautes fonctions de l'État qui fait référence à la notion d'égalité, de parité également. Mais le décret d'application ne fait plus aucune référence à la notion d'égalité et de parité. Et la loi elle-même ne précise pas comment garantir cette parité ou cette égalité. Donc ça pose quand même de véritables problèmes. Donc il faut éviter, je pense, que la loi, moi je fais plus confiance à la loi qu'au décret d'application, parce que effectivement les décrets sont assez discrétionnaires de la part du gouvernement et ne sont pas souvent publiés en temps réel. Ils peuvent être publiés pendant des mois et ça peut bloquer une législation. Donc même si la loi doit être générale et pas précise, mais quelquefois il vaut mieux qu'elle soit générale et qu'elle soit précise en fait. Ça a beaucoup plus de portée. Preuve en est la loi organique sur le quota de femmes à la Chambre des représentants en fait. Et donc voilà. Et aujourd'hui on sait qu'à peu près au Maroc, en tout cas, il y a le quota de femmes, il y a 20% des femmes qui sont des élus en fait. Donc c'est très très peu, 20% de femmes au niveau de la nation. Donc c'est très peu. Donc il y a vraiment des progrès à faire par rapport à ça. Et donc je pense qu'il faut aller aussi vers une valorisation de l'image de la femme au niveau des médias. C'est toujours un peu petit peu la même logique en fait. C'est-à-dire qu'il faut que la femme représente en fait un poids électoral où possède une certaine image. Donc dans certains pays, il y a des femmes, effectivement, comme en Allemagne par exemple, ça fait voilà, avec Merkel, qui a un poids politique énorme. Donc d'une part, de par son parti politique, mais c'est une femme qui est appréciée par la population et son parti ne peut pas l'écarter en fait. Politiquement, son parti ne prendra pas le risque de l'écarter, même si maintenant effectivement elle est en fin de carrière politique. Voilà. Et je pense aussi que tout à l'heure j'en parlais au niveau de la sociologie. Je pense qu'il est important aussi qu'il y ait des études de la sociologie qui tiennent une place importante dans l'étude des phénomènes de discrimination sur les femmes, puisque pour traiter une maladie, c'est-à-dire la discrimination, pour traiter une maladie, il faut faire un diagnostic en fait. Et pour faire ce diagnostic, en fait, il faut des statistiques, il faut de la sociologie, parce que sans diagnostic, je ne vois pas comment on peut traiter un phénomène. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu par rapport à ces deux questions.